Oui, bonjour à tous. Donc Didier m'a demandé d'exposer un petit peu la vision du laboratoire dans le cadre de cette évolution du climat. Donc je vais présenter déjà un petit peu qu'est-ce qu'on constate au niveau du laboratoire. Ensuite, quelles sont les principales modifications constatées sur les mous et les vins et quels risques pour les vins, puisque finalement c'est ce qui nous intéresse. Et dans une deuxième partie, je vous exposerai un petit peu comment le laboratoire peut apporter des réponses. Premièrement, dans l'aide à l'organisation de la récolte, dans l'étude de la maturité, qui est quelque chose de vraiment fondamental à mon avis, et dans les itinéraires techniques qu'on peut mettre en place pour répondre à ces problématiques. Ce qui veut dire adaptation au millésime précoce, anticiper les évolutions aromatiques, choix et développement d'itinéraires techniques innovants, et un aspect microbiologique est vraiment important également à mon sens. Et puis un petit mot sur la préparation des vins à la mise en bouteille et les précautions qu'il faudra y associer. Quelques constats. Température et maturation, donc c'est des choses qu'on a un petit peu vues avant. Donc nécessité d'avoir une chaleur suffisante pour atteindre un niveau de maturation optimal. Par contre, une chaleur excessive peut engendrer des déséquilibres. On a parlé de l'acidité. Il y a également d'autres déséquilibres dans la constitution donc, des mous et des vins. Incidence de la contrainte hydrique, donc c'est un facteur clé de la qualité lorsqu'elle est modérée, mais le stress hydrique peut provoquer des baisses qualitatives importantes, baisse de la production des acides, diminution de l'azote assimilable, augmentation des polyphénols, blocage de la maturation. Toujours dans les constats, impact des événements climatiques exceptionnels, on en a parlé tout à l'heure un petit peu avec la grêle. Les précipitations importantes, risque de développement de pathogènes, pourriture grise, complexe de pourriture botrytis et pénicillium, ce qui implique des pertes de récolte, des difficultés fermentaires et des risques de déviations organoleptiques. Toujours dans les constats, augmentation du poids des grappes. Donc, il a été montré par une étude Climator sur la Bourgogne que le poids des grappes avait augmenté de près de 50% depuis 1994. Donc cette augmentation se réduit à la teneur en CO2 atmosphérique croissante conjuguée à la vigueur des ceps. Vigueur des ceps qui aurait pour origine donc une initiation florale plus importante avec des températures plus élevées. Une augmentation de la mise en réserve de nutriments par les ceps car la durée s'allonge entre les vendanges et la chute des feuilles. On l'a évoqué tout à l'heure. Période de mise en réserve par la plante et l'effet des pratiques d'éclaircissage. Toujours dans les constats, on a regardé, je me suis attaché un petit peu à partir de sources du Conseil général et du Vinipôle, sources sur les contrôles de maturité. Donc j'ai rapproché les contrôles de maturité et l'évolution des sucres, acidité totale et pH depuis 1977 jusqu'en 2015. À une date prise un petit peu de manière, je ne vais pas dire aléatoire, mais de manière moyenne, le 13 septembre, à plus ou moins 4 jours. Et on voit l'augmentation des sucres qui est au niveau des mous avec un coefficient assez intéressant. Donc c'est une augmentation de la quantité de sucre sur les mous qui est vraiment notable. Sur l'acidité totale, on a un coefficient un petit peu moins bon, donc c'est des prélèvements qui ont été faits à Fuissé, un coefficient un petit peu moins bon sur la diminution. En fait, je pense que l'acide tartrique est moins impacté par l'augmentation de la maturité, qui affecte effectivement plus l'acide malique que l'acide tartrique. Et puis sur les pH, on a une augmentation également qui est notable, mais qui n'a pas un coefficient très marqué. Je pense que l'ensemble des amendements et le travail des sols a effectivement un impact sur cette augmentation du pH qu'on aurait pu imaginer plus importante, mais qui finalement reste modérée. À noter sur ces différents tracés qu'on occulte les millésimes extrêmes, puisque dans les études de maturité, au 13 septembre, les millésimes très précoces et très tardifs, il n'y a pas de contrôle de maturité à cette période, puisque soit la récolte a été effectuée, soit on n'a pas encore commencé les études de maturité. Simplement, on peut noter en millésime très précoce, 2011, 2007, 2003,
2006, 2009, 2015, et en très tardif, 1980, 84, 78, 77, 87 et 85. Donc simplement en reprenant cela, on voit quand même qu'il y en a qui sont situés avant l'an 2000, la totalité des millésimes très tardifs, et puis les très précoces sont post-2000, donc ça reflète bien quand même la réalité de ce qu'on constate par ailleurs. Toujours dans les constats, et c'est quelque chose, on l'a abordé tout à l'heure, à ne pas oublier comment on pouvait quelquefois comment pouvait se présenter la vendange il y a 20 ou 30 ans. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas connu les vendanges des années 80 ou antérieures à 80. On avait quand même souvent des défauts de maturité très marqués, beaucoup de verdeur, des phénomènes de pourriture qui faisaient qu'effectivement on était obligé de vendanger bien que les maturités n'étaient pas optimales, avec des casses oxydésiques. Enfin bon, c'était pas toujours simple non plus avant. Donc il faut le garder à l'esprit, quoi. Et par rapport à ça, j'ai retrouvé, et c'est Patrice Joseph qui m'a qui m'a aidé à construire ce document, la vision du laboratoire par rapport à l'acidité. Aujourd'hui, une acidité correcte, c'est quand on a des mous entre 5 et 6 grammes par litre exprimé en H2SO4. Hier, c'est-à-dire il y a 20 ou 30 ans, c'était considéré comme des acidités très faibles. Donc voilà, le laboratoire adapte son langage à l'évolution également de la matière première, quoi. Des acidités entre 9 et 7,5 qui étaient considérées comme correctes il y a 20-30 ans, on n'en voit plus guère en contrôle de maturité, sur les mous, quoi. Donc, principale modification constatée dans l'équilibre des vins et des mous, augmentation de la teneur en sucre du raisin, donc en éthanol des vins, diminution de l'acidité totale, augmentation du pH, même si c'est un petit peu plus pondéré, risque d'oxydation prématurée des vins, risque de déséquilibre aromatique, avec le raccourcissement de la phase végétative, la teneur en sucre augmente plus rapidement que celle des composés aromatiques. Donc ça c'est important, hein, on a des maturations et des optimums de maturation qui se trouvent désormais parfois décalés entre la maturité physiologique et puis les maturités aromatiques. Effet des nuits moins fraîches. Là j'ai repris un document qui était dans la physiologie de la vigne par Champagnol. On voit que pour une même température de jour, quand la température des nuits augmente jusqu'à un extrême, hein, puisqu'on est à 30 la nuit, c'est un modèle bien sûr, on a la maturation des polyphénols, notamment des anthocyanes, qui est vraiment très très déficitaire. Donc voilà, les nuits moins fraîches, ça peut également occasionner ça a des implications. Modification du métabolisme secondaire des raisins, de la palette aromatique, perte de fraîcheur. Donc des travaux par Schuttler sur le Riesling ont montré qu'un déficit hydrique prononcé entraînait une diminution du potentiel aromatique, notamment sur les thiols variétaux. Visiblement, on a beaucoup moins de diminution sur les contenus terpéniques. Donc la composante muscatée qui est présente dans les chardonnays sud-bourguignons semble être moins impactée. Production de raisins moins riches en glutathion, risque de vieillissement prématuré. Et contenu plus élevé en tanins, notamment les flavanes 3-ol, entraînant des caractères polyphénoliques marqués. Ça, on y reviendra, mais le millésime 2015, par exemple, sur certains blancs, on a des expressions de polyphénol et des fins de bouche qui sont marquées par ce caractère, avec parfois un petit peu d'amertume. Donc c'est des choses qui sont issues de ces maturations importantes. Quel risque pour les vins? Difficultés ou problèmes fermentaires, perte des caractères organoleptiques, perte de la typicité propre à l'appellation et au terroir, et modification de la capacité de vieillissement. Donc, vision un petit peu de ce que peut apporter en tant qu'aide un laboratoire. Premièrement, c'est l'aide dans l'organisation de la récolte. Même si on est éventuellement moins impliqué, je pense qu'on a un devoir de conseil, notamment dans l'appréciation de la capacité de récolte. À mon sens, et c'est un petit peu constaté actuellement, la fenêtre des vendanges
peut être amenée à être réduite de plus en plus. Il faut donc adapter sa capacité de récolte pour pouvoir vendanger plus rapidement. Ça passe par, pour ceux qui utilisent la machine, une plage, des plages horaires peut-être allongées, et notamment le travail de nuit ou très tôt le matin. Et pour tous les gens qui travaillent en vendange manuelle, ça passe peut-être par l'augmentation du nombre de vendangeurs, de manière à avoir une capacité de vendange importante. Ça peut aussi passer par une application au niveau de la législation, c'est-à-dire que tout le travail avant 6 heures du matin, c'est considéré comme du travail de nuit. Peut-être qu'il peut y avoir des choses à faire évoluer à ce niveau-là. Toujours dans l'aide dans l'organisation de la récolte, on peut imaginer aussi des moyens de refroidir la vendange. Là, on refroidit les mous, mais dans l'hémisphère sud, par exemple, on commence notamment pour la vendange à la main, à refroidir directement au niveau du vignoble, tout simplement en utilisant des containers réfrigérés. On met ses caissettes dedans et puis ça évite l'échauffement qu'on peut avoir et le temps d'attente avant la réception au chai. Et puis, diversification pour anticiper les phénomènes extrêmes. Jocelyn en a parlé. Parcelles précoces, semi-tardives, tardives, adapter un petit peu son parcellaire, et replantation avec un matériel végétal adapté. Je pense que le laboratoire peut aussi intervenir dans l'étude approfondie de la maturité. Donc, actuellement, ce qu'on pratique, c'est les critères analytiques au travers de l'analyse de la quantité de sucre, de l'acidité, du pH, des composés phénoliques, du potassium, du calcium, des composés azotés, pour définir des indices de maturité, dégustation des baies. Voilà, ça c'est des choses qui sont réalisées actuellement. Il y a des critères physiques également, l'observation de la vigne, les flétrissements, tout ça, c'est des choses qui incombent aux responsables vignes chez vous au niveau du domaine. L'hétérogénéité de la maturation également. On va y revenir sur des prédictions de la date de récolte. Je vous présenterai juste après le système Diostem développé par la société Vivelis. Et puis des critères analytiques à développer, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas réalisées actuellement au laboratoire de manière fréquente. Mais en tout cas, ça reste à développer. C'est le dosage des composés glycosylés à l'origine des terpènes. Je pense que le travail sur la partie aromatique va devenir vraiment importante. Ce qui est également des polyolosides, l'activité enzymatique et les marqueurs de maturité comme les composés aromatiques. Donc simplement pour résumer cette côté approche de la maturité, la multiplicité des approches de la maturité ne permet plus de l'appréhender de manière unique. Si l'évolution des sucres et des acidités restent des éléments d'analyse très importants, on se doit aujourd'hui de les compléter par l'observation de la vigne, par la dégustation des raisins et par les nouvelles techniques d'analyse. Bon, ça a été évoqué tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier d'aller à la vigne pour goûter. Je veux dire, on ne ramasse pas de manière simplement à la vue d'une analyse. La partie dégustation, ça reste quelque chose de vraiment très très important. La maturité, on ne peut plus la considérer comme un point précis sur une courbe, mais comme la synthèse de différents critères. À tout moment, un gain sur l'un de ceux-ci peut engendrer une perte pour un autre. Donc il faut vraiment trouver le bon équilibre l'année donnée. Parmi les contrôles de maturité, donc la prédiction de la date de récolte semble une priorité du fait de l'effet amplificateur des journées plus longues. Donc, je vous présente maintenant le système Diostem qui a été développé par le COB sur le Pinot Noir et commence à être développé par le Vinipôle sur le Chardonnay. Donc, c'est une nouvelle approche en fait avec un nouvel indicateur qui est le chargement en sucre des baies. On ne va plus parler simplement d'une concentration en sucre, mais on va parler de chargement en sucre. Donc, c'est quoi le chargement ? C'est l'indicateur de la physiologie de la vigne en phase de maturation des baies. On va parler de quantité et non plus de concentration. Donc, quantité de sucre par baie, c'est un volume de baie par la concentration en sucre du mou. Si on prend en compte l'évolution un petit peu de ce chargement en sucre, c'est représenté par cette courbe. Donc, à partir de la véraison, on a une augmentation qui va se traduire
par l'établissement d'un plateau qui est en fait la date d'arrêt de chargement en sucre. Et au niveau de cet arrêt de chargement, de l'établissement d'un degré potentiel à l'arrêt. Donc, on peut définir des variables d'intérêt, qui est la vitesse de chargement, la durée de chargement, mais surtout la date d'arrêt du chargement et le degré potentiel à l'arrêt de chargement. À partir de là, on a des profils de chargement qui nous permettent de définir un potentiel qualitatif en fonction du degré potentiel à l'arrêt, et puis une précocité, une tardiveté par rapport à la date d'arrêt. En fait, comment fonctionne le système ? C'est un lecteur optique qui va analyser les baies. On va regarder la teinte sur les blancs, on va regarder le volume, et ça sera complété par l'analyse pour avoir la quantité de sucre. Et donc, on définit l'arrêt de chargement. Ensuite, en microvinification, on va prélever au niveau du vignoble à des intervalles de temps déterminés, de 5 à 7 jours, et la microvinification va nous permettre d'établir des profils aromatiques. C'est l'analyse sensorielle qui nous donnera ces profils aromatiques, et puis on pourra, en fonction des descripteurs, établir des modèles profil raisin. Donc en abscisse, on a les dates de récolte post-arrêt de chargement des sucres. Par exemple, on a une période de 0 à 5 jours, de 5 à 10 jours, 10 à 15 jours. La dégustation nous permet de définir les profils fruits frais, fruits mûrs, végétal frais, profil thiol, la sucrosité, la viscosité. Et puis, on voit qu'on peut donc définir des zones, c'est-à-dire des dates après le chargement des sucres, qui définissent les vins comme ayant des profils fruits frais, des profils fruits mûrs ou des profils voire surmûrs. Sur la droite, qui correspond à 30 à 35 jours après la date d'arrêt de chargement des sucres. Donc, sur le cépage blanc, on peut définir en fonction du degré potentiel à l'arrêt de chargement et en fonction du positionnement de la récolte, eh bien, des expressions aromatiques sur ces modèles avec des végétales fruits frais, plutôt côté thiol, sur un positionnement de récolte avec un bon degré potentiel sur des positionnements de récolte assez précoces. Et puis, on a tous les stades avec des fruits mûrs terpènes pour des vendanges post-arrêt de chargement autour de 20-25 jours après la date de chargement des sucres. Voilà. Ce qui est intéressant pour les cépages blancs, c'est que l'appareil y associe la couleur, la teinte des baies. Et donc, en fonction de la teinte qu'on retrouve en ordonnée, on a également les profils qui se distinguent avec des profils plus végétaux sur les teintes plus vertes, avec des durées après l'arrêt de chargement des sucres relativement courts. Et puis, plus on va sur la partie droite, et plus on va sur des teintes plus jaunes, plus on a des zones mûres terpéniques ou surmûres. Voilà, donc ça c'est un élément qui me semble intéressant dans l'avenir à continuer de développer, notamment sur le chardonnay. Le pinot, ça fonctionne relativement bien, pour essayer vraiment, en fonction du type de produit qu'on souhaite élaborer, de définir au mieux la période de récolte. C'est un élément en plus de toutes les analyses qu'on peut faire et qu'on fait habituellement. Ensuite, en troisième partie, itinéraire technique adapté, adaptation au millésime précoce ou très précoce. Donc il y a quelque chose en cave qu'on peut désormais mettre en place, qui se font régulièrement dans certains domaines, mais sur lesquels on peut développer, c'est le fractionnement des jus de presse, le risolement et le travail sur des jus dont les pH sont élevés à très élevés. C'est le choix de l'itinéraire en fonction du type de produit souhaité qui oriente ce fractionnement ou ce non-fractionnement en souhaitant établir des vins à consommation rapide ou des vins plus de garde. Donc ces jus peuvent être traités différemment.
ils peuvent être hyperoxydés, collés, éventuellement réacidifiés, réincorporés ou traités à part. Mais en tout cas, ces pH élevés peuvent être soustraits du cœur de cuvée et traités de manière différente. Ensuite, il y a tous les systèmes de désucrage des mous par couplage membranaire et de réduction de la teneur en alcool par distillation sous vide, totale ou partielle, ou en couplant les techniques membranaires à la distillation. Donc ça, c'est légiféré et c'est soumis donc à des règles bien précises. À ma connaissance, ça ne concerne pas les AOC de manière, enfin je veux dire, c'est pas intégré dans les traitements possibles sur les AOC, si ce n'est peut-être au niveau de régime dérogatoire. Ensuite, il y a les corrections classiques de l'acidité et du pH par l'acidification. Donc en plus de l'acide tartrique historiquement autorisé, peuvent aujourd'hui être utilisés l'acide DL lactique ou L ou DL malique, et puis les techniques électromembranaires et échangeuses de cations. L'impact des variations du pH et de l'acidité totale liées à l'acidification, c'est relativement difficile à évaluer, notamment sur les mous, et je pense qu'il faut que ça donne obligatoirement lieu à des essais en laboratoire. Pour moi, l'acidification sur mou, c'est vraiment une acidification liée à une stabilité en relation avec le pH. Donc l'acide tartrique pour moi est intéressante à ce niveau-là. Par contre, sur vin, je pense que des essais, notamment sur le millésime 2015 avec de l'acide lactique, peuvent donner des résultats vraiment très très intéressants. Le pH est plus modifié que l'acidité totale par l'acide tartrique que pour les autres acides, et il ne semble pas que l'acidification entraîne des variations de concentration en ester ou en acétate. Bon, il y a toujours l'utilisation des verjus, mais qui est quand même assez difficile à mettre en œuvre. Et comme on l'a dit tout à l'heure pour la partie champenoise, on constate que le travail des sols réguliers produit des raisins et des mous dont les pH sont inférieurs aux autres itinéraires. Des pratiques allant dans ce sens pourront peut-être permettre une meilleure stabilité microbiologique de la vendange et la limitation du tartricage. Choix et développement d'itinéraires techniques innovants, utilisation prioritaire du froid. Donc les fermentations à basse température, c'est des choses qui sont actuellement étudiées et qui présentent des voies intéressantes de recherche et d'application. Donc une fermentation longue déjà permet de limiter l'échauffement. Là, sur la connaissance et le travail du vin, la Pénaud avait bien montré que les départs en fermentation alcoolique étaient plus rapides à température élevée et que le titre alcoométrique atteint est plus élevé à basse température. Et Patrice Joseph et Claude Reines, pour le Vinipôle, travaillent actuellement sur la comparaison d'itinéraires à basse température et à 20 degrés, et notamment via la viabilité levurienne. Et on s'aperçoit sur la courbe en bleu, qui est donc un mou ensemencé en levure en LSA, sur un itinéraire à 12 degrés, sur un mou oxygéné, on s'aperçoit qu'on a une viabilité levurienne qui est plus importante que sur un itinéraire à 20 degrés. Tout ça jusqu'à une densité de 1000, densité à partir de laquelle on peut imaginer qu'on peut relâcher les températures. Et cette comparaison entre les deux itinéraires à 20 et à 12 degrés a été faite également sur les levures indigènes. Elle est un petit peu moins marquée. On voit quand même une légère meilleure viabilité. Et puis, les deux courbes se rejoignent également autour d'une densité de 1000. Autre perspective, utiliser des levures dont les rendements en alcool sont inférieurs. Donc, visiblement, la sélection de levures, il y a des choses qui sont mises en place actuellement. Et il a été isolé des levures. Alors, je ne sais pas si c'est déjà commercialisé ou si c'est à l'étude si c'est encore à l'étude, mais des levures qui produisent des alcools qui ne sont pas de l'éthanol. Donc la quantité d'éthanol, finalement, même avec des quantités de sucre importantes au départ, n'est pas directement corrélée. Donc ça, c'est des voies de recherche qui sont intéressantes. On peut imaginer également des levures permettant une conservation de l'acidité.
Et puis, dans les autres perspectives, redéfinir les profils de vinification, notamment en rouge, avec des cinétiques de température peut-être un petit peu différentes et des extractions également peut-être à revoir. On a vu que le Pinot avait un potentiel actuellement qui, j'allais dire, qui n'avait jamais été atteint en termes d'extraction possible. Donc il y a peut-être des itinéraires à repenser pour les millésimes où la maturité est vraiment importante, pour travailler sur des schémas un petit peu différents de vinification. Anticiper les évolutions aromatiques, ça c'est quelque chose où je voulais apporter également un regard, notamment via la FML. Certaines souches de bactéries responsables de la transformation de l'acide malique peuvent présenter une activité bêta-glucosidase non négligeable. Ces bactéries ont été capables de libérer des petites quantités de terpènes, de phénol volatile, de dérivés de vanilline et de C13 norisoprénoïdes. Donc, simplement pour souligner que la suppression de la seconde fermentation sur la vinification, sur chardonnay bien sûr, dans le seul but de conserver une acidité liée à l'acide malique, pourrait modifier le profil aromatique. Donc, il faut aussi avoir à l'esprit que quand on touche à quelque chose, il faut penser aux répercussions sur d'autres aspects. Toujours en regard sur la FML, l'utilisation de bactéries lactiques non productrices de diacétyl limitera l'impact organoleptique des notes beurrées, préservera peut-être la fraîcheur des vins. Si ces bactéries lactiques doivent être utilisées, peut-être les utiliser de manière plus précoce, en co-inoculation par exemple. Et lors de blocages de maturité liés à des conditions climatiques caniculaires, des apports de glutathion par exemple permettront de limiter les notes végétales herbacées au profit de notes exotiques et agrumes. Et puis, dernière petite chose, microbiologie, analyse de l'avenir. pH et température des raisins élevés modifient l'équilibre des micro-organismes intervenant pendant les deux phases de fermentation. La bioprotection des milieux ainsi qu'un contrôle qualitatif et quantitatif par la microbiologie sera dans l'avenir pour moi des éléments incontournables du travail de laboratoire. La détection et le suivi des levures et des bactéries d'altération, au niveau des levures, les Brettanomyces, bien sûr, par la cytométrie de flux, deviendront probablement beaucoup plus systématisées. Donc c'est quelque chose qu'on va, en tout cas à notre niveau, essayer de développer. Et puis, avoir à l'esprit que tout ce travail au niveau de la fermentation, il ne faut pas le gâcher par une préparation à la mise en bouteille, une mise en bouteille qui ne fasse pas l'objet de soins particuliers. Ces soins doivent être pensés en fonction des produits souhaités, vin primeur ou de garde. Penser à y associer, comme je le disais, la microbiologie. Et puis le contrôle et la gestion de l'oxygène dissous permettra de mieux appréhender le vieillissement des vins, avec la gestion du SO2 également, bien sûr. Donc en conclusion, le changement climatique, souvent décrié, nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler des vendanges mûres et souvent saines. Il en résulte actuellement pour la Bourgogne du Sud la production de vins friands, à déguster plus rapidement. La place des vins de garde est plus problématique, à mon sens. L'adaptation des processus de vinification pourront être anticipés et définis en conséquence, grâce à une meilleure connaissance des précurseurs d'arômes, un meilleur contrôle et suivi des flores microbiennes, une meilleure adéquation des itinéraires techniques en fonction des terroirs, la poursuite des travaux sur le vieillissement des chardonnays bourguignons, sur le sulfitage et sur la gestion de l'oxygène dissous. Un certain nombre d'excès climatiques et de dysfonctionnements risquent d'être plus fréquents. L'organisation des chantiers de récolte et de vinification répondant à ces problématiques extrêmes pourront être poursuivies. Donc, merci de votre attention. Je souhaitais remercier le Vinipôle et Didier, bien sûr, son directeur, les œnologues du centre œnologique qui m'ont aidé également à rédiger, Patrice Joseph pour son aide technique et pour l'extraction des données sur la maturité, Claude Reines sur les études de viabilité levurienne, et puis la société Vivelis, en particulier Antoine Corpart, pour le système Biostem. Voilà, merci.